Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, Albert Einstein. Mais l'idée, c'est pas de faire un cours de physique, hein. On va plutôt plonger dans son esprit, essayer de comprendre comment une seule personne a pu, en si peu de temps, dynamiter des siècles de certitude. C'est ça, reconstruire complètement notre vision du cosmos. Et pour ce voyage, on a des sources assez incroyables, une collection d'écrits d'Einstein lui-même, ses articles bien sûr, mais aussi des textes plus simples, des notes sur sa vie, ses réflexions. C'est une chance, oui. On va pouvoir l'entendre nous expliquer ses propres tours de magie. Notre mission, en fait, c'est de suivre sa piste. On va voir l'édifice de Newton, bien solide, puis sentir les premières fissures. Et y assister à la démolition. Exactement. Et à la reconstruction. Comprendre pourquoi les concepts aussi évidents que le temps ou l'espace ont dû être totalement réinventés. C'est vrai que pour saisir la révolution, il faut se souvenir du monde d'avant. L'univers de Newton, c'était une horloge parfaite. Le temps coulait pareil pour tout le monde, partout. Un grand fleuve, oui. Et l'espace, c'était la scène de théâtre. Rigide, immuable. C'était simple et ça marchait. Ça marchait, oui. Presque. Le souci, c'est qu'au 19e siècle, on avait deux piliers. Newton et l'électromagnétisme de Maxwell. Et ça ne collait pas parfaitement. Et le point de friction, c'était quoi? La lumière. C'était le grain de sable dans l'horlogerie. Des expériences comme celle de Michelson et Morley montraient un résultat complètement absurde. Absurde comment? Eh bien, elles montraient que la vitesse de la lumière dans le vide est toujours la même. Peu importe si la source de lumière va vers vous, s'éloigne, ou si vous-même vous bougez. La vitesse mesurée est identique. Attendez, ça c'est impossible. Mon intuition hurle que ce n'est pas vrai. Si je suis dans un TGV et que j'allume une lampe de poche vers l'avant, la logique veut que la vitesse du train s'ajoute à celle de la lumière. Exactement. La physique de Newton dit ça aussi. Mais l'expérience, elle, dit non. La vitesse de la lumière ne bouge pas? Elle reste obstinément la même. Les physiciens de l'époque s'arrachaient les cheveux. Et c'est là qu'arrive un jeune homme qui, à 16 ans, s'était posé une question encore plus folle. Ah oui, le fameux paradoxe. Que se passerait-il s'il pouvait rattraper un rayon de lumière? C'est ça, c'est ça. Dans ses notes, il se dit « Si je poursuis un rayon de lumière à la vitesse c, je devrais le voir comme une onde figée, immobile à côté de moi. » Une vague de lumière gelée. Voilà. Sauf qu'une vague de lumière figée, d'après les équations de Maxwell, ça n'existe tout simplement pas. Et ça colle bien avec le personnage. On lit dans les sources qu'il détestait l'école, ce système rigide qui étouffait ce qu'il appelait la sainte curiosité. Tout à fait. Il n'avait pas peur de dire « Et si c'était Newton qui avait tort? Si le problème n'était pas la lumière, mais notre idée même du temps et de l'espace. » C'est le point de départ de 1905, de la relativité restreinte. Exactement. D'accord. Alors comment il résout ce puzzle? Il ne sort pas une nouvelle formule magique, si j'ai bien compris. Il pose juste deux règles du jeu. C'est ça. Il change les règles. La première est simple. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous, tant qu'on est en mouvement uniforme. Ça vient de Galilée, non? Oui. Mais la deuxième, c'est là qu'est le coup de génie. Il dit « Cette vitesse de la lumière constante qui nous embête tant, et si on arrêtait de la voir comme un problème ?» Et si on l'acceptait comme une loi de la nature? Voilà. C'est comme ça, point. Partons de là, et voyons ce que ça donne. C'est un renversement total, Et ça nous mène où? vers un univers beaucoup plus étrange. Parce que si la vitesse de la lumière est un mur absolu, alors c'est le reste qui doit devenir flexible. C'est le temps et l'espace qui doivent s'étirer et se contracter. On arrive à ces concepts de science-fiction. Le temps qui ralentit, les objets qui rétrécissent. C'est réel ou c'est juste une sorte d'illusion de perspective? C'est bien plus qu'une illusion, c'est réel. Pour l'observateur, l'exemple des éclairs à la gare est parfait pour ça. Racontez. Pour la personne sur le quai, deux éclairs qui frappent les deux bouts du quai en même temps sont simultanés. D'accord. D'accord. Mais pour le passager du train en mouvement qui se dirige vers l'un des éclairs, la lumière de celui-ci lui arrive avant l'autre. Ah oui? Donc pour lui, les deux événements ne sont pas simultanés. Donc deux personnes peuvent regarder la même chose, être en désaccord sur l'ordre des événements et avoir toutes les deux raisons. Ça met le cerveau en eux. C'est exactement ça. Il n'y a plus de maintenant universel. Le temps est devenu personnel. Et c'est de là que découle l'équation la plus célèbre de l'histoire, E égale mc carré. Ce n'est pas un truc sorti de nulle part. Non, ça découle directement. C'est la conclusion logique. Si l'espace et le temps sont relatifs, alors l'énergie et la masse le sont aussi. Ce sont les deux faces d'une même pièce. La masse est une forme d'énergie. Une réserve phénoménale d'énergie. Le C carré, c'est juste un facteur de conversion gigantesque.
C'est pour ça qu'une perte de masse infime dans une réaction nucléaire libère une énergie colossale. C'est vertigineux. Mais en même temps, il manque un gros morceau du puzzle. Toutes ces théories de 1905, elles ne marchent que pour des vitesses constantes. Mais dans la vie, on accélère, on freine. Et surtout, il y a la gravité. Vous mettez le doigt dessus. Einstein le savait. La relativité restreinte était une pièce magnifique, mais incomplète. Il a passé 10 ans à se battre avec ce problème. Comment intégrer l'accélération et donc la gravité? Et la solution lui vient d'une pensée. Encore une. Oui, ce qu'il a appelé la pensée la plus heureuse de sa vie. C'est l'expérience de pensée de l'ascenseur. D'accord. Imaginez que vous êtes dans une cabine. Vous lâchez une pomme, elle tombe. Conclusion, vous êtes sur Terre. Maintenant, même cabine dans l'espace, loin de tout. Un moteur la tire vers le haut. Elle accélère. Exactement. Vous lâchez la pomme, elle reste sur place, mais le plancher de l'ascenseur lui fonce dessus. Pour vous, dedans, le résultat est identique. La pomme tombe. Et il est impossible de faire la différence entre les deux situations. Impossible. Du coup, sa conclusion est radicale. Si on ne peut pas les distinguer, c'est parce que la gravité et l'accélération, au fond, c'est la même chose. C'est le principe d'équivalence. Tout à fait. Mais si la gravité n'est qu'une forme d'accélération, ça veut dire que ce n'est pas une force, comme le pensait Newton. La Terre n'est pas tirée par le Soleil. Précisément, c'est le changement de paradigme le plus radical. La gravité n'est pas une force mystérieuse qui agit à distance. C'est quoi alors? C'est une conséquence de la géométrie de l'univers. La masse du Soleil déforme le tissu même de l'espace-temps. Elle le courbe. C'est l'image de la boule de bowling sur un trampoline en fait. Elle crée un creux. C'est la meilleure analogie. Et une bille lancée à côté va suivre la courbure. Elle n'est pas attirée, elle suit juste le chemin le plus simple dans un espace qui est devenu courbe. La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment se mouvoir. La fameuse phrase de Wheeler. C'est exactement ça. La Terre ne fait que suivre sa ligne droite dans un espace-temps courbé par le Soleil. C'est d'une poésie incroyable, mais une idée aussi folle, il fallait la prouver. Comment on prouve que l'espace lui-même est courbe? Il y a eu 2 preuves spectaculaires. La première, si l'espace est courbe, même la lumière doit suivre la courbe. Einstein a donc prédit qu'un rayon lumineux d'une étoile passant près du Soleil serait dévié. Sauf qu'on ne peut pas voir ces étoiles en plein jour. Sauf que, pendant une éclipse totale, en 1919, l'astronome Arthur Eddington part en expédition, photographie le ciel, et là, bingo. Les étoiles ne sont pas à leur place. Leur lumière a été courbée. Et la déviation correspondait pile au calcul d'Einstein. Ça l'a rendu mondialement célèbre du jour au lendemain. J'imagine la tension au moment de développer les plaques photographiques. Et la deuxième preuve? Un mystère plus ancien. L'orbite de Mercure. Elle n'est pas une ellipse parfaite. Elle tourne un peu sur elle-même. La théorie de Newton n'expliquait pas bien ce décalage. Et la relativité générale? Elle a expliqué cette anomalie au millimètre près. C'était une confirmation éclatante. C'est fascinant. Sa théorie fonctionne donc pour les planètes, pour la lumière, et à l'échelle de l'univers tout entier? C'est la suite logique. Quand Einstein a appliqué ses équations au cosmos, il a eu une surprise. Elle prédisait que l'univers ne pouvait pas être statique. Il devait soit s'effondrer, soit être en expansion. Sauf que tout le monde à l'époque, lui compris, pensait l'univers éternel et immuable. Ça a dû le contrarier, ça. Énormément. Au point qu'il n'a pas cru ses propres équations. Il a pensé avoir fait une erreur. Et il a fait quoi alors? Il a un peu triché. Il a ajouté un terme, une sorte de force antigravité, la constante cosmologique, juste pour forcer son univers à rester stable. Même Einstein n'était pas à l'abri de ses propres préjugés. Personne. Et puis, en 1929, l'astronome Edwin Hubble observe les galaxies et découvre. Qu'elles s'éloignent toutes de nous. Oui, l'univers est en expansion. Einstein a alors retiré sa constante en la qualifiant de « plus grande bévue de sa vie ». Il avait la bonne réponse et n'avait pas osé y croire. Quelle histoire! Mais ce qui est encore plus fou, c'est que cette bévue est revenue en force, n'est-ce pas? C'est le rebondissement final. Dans les années 90, on découvre que non seulement l'univers est en expansion, mais que ça accélère. Il faut donc une force qui pousse. Une énergie mystérieuse qu'on a appelée énergie sombre. Et le meilleur modèle qu'on ait pour la décrire, c'est la constante cosmologique d'Einstein. Son erreur est peut-être sa plus grande prophétie. C'est incroyable. On dirait que même les erreurs d'Einstein étaient plus géniales que les certitudes des autres. Et ça nous amène à l'autre grande histoire du XXe siècle,
la mécanique quantique. Il en est l'un des pères, mais leur relation a été compliquée. Très compliqué, c'est le mot. On oublie souvent que son prix Nobel, ce n'est pas pour la relativité, c'est pour son travail sur l'effet photoélectrique. C'est lui qui a eu l'idée que la lumière est faite de particules, de quanta, qu'on appelle photons. Il a ouvert la porte du monde quantique. Et pourtant, il a passé le reste de sa vie à se battre contre les implications de cette théorie. Pourquoi? Qu'est-ce qui le dérangeait tant? Le hasard. La mécanique quantique dit que la réalité fondamentale n'est pas déterministe, elle est probabiliste. On ne sait pas où est un électron, on peut juste calculer la probabilité de le trouver là. Et pour lui, c'était inacceptable. Inacceptable. C'est sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Il était convaincu que la théorie était juste. Incomplète. Qu'il y avait des variables cachées qui nous manquaient et qui rendraient l'univers prévisible à nouveau. Exactement. Il a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher une théorie unifiée qui éliminerait cette incertitude quantique. Il n'y est jamais parvenu. Le révolutionnaire qui n'a pas pu accepter la révolution suivante. Celle qu'il avait lui-même contribué à lancer. C'est le drame de sa vie scientifique. Au final, le voyage est monumental. On part d'un univers horloge, prévisible, et on arrive à une réalité où l'espace, le temps, la matière et la gravité sont tous liés, dynamiques. Et tout ça sorti de la curiosité d'un seul homme, avec du papier et un crayon. Si on ne devait retenir qu'une chose au-delà de E égale mc carré, Ce serait l'idée que nos concepts les plus évidents, le temps, l'espace, ne sont pas des vérités absolues, ce sont des outils. Et quand l'univers nous montre que nos outils sont cassés, le génie, c'est d'oser en fabriquer de nouveaux. C'est ça l'héritage d'Einstein. et pour terminer, on va laisser notre auditeur avec une pensée qui prolonge cette idée. Einstein nous a appris que la forme de l'univers dépend de ce qu'il contient. Ces équations suggèrent un univers qui pourrait être fini, mais sans bord, comme la surface d'une sphère. Aujourd'hui, on estime que toute la matière que l'on voit, les étoiles, les galaxies, ne nous représente que 5% du contenu de l'univers. La question qui reste ouverte est donc, si 95% de notre réalité est faite de matière noire et d'énergie sombre invisible, quelle est alors la véritable géométrie de notre univers? Et pourrons-nous un jour la mesurer?